Eh bien, bonjour d'abord. Je suis donc censé vous présenter des conclusions, c'est-à-dire en 20 minutes ou 25, même si maintenant on parle de 30, ce serait super, résumer, donner la substantifique moyenne de 9h30 de communication et de 54 questions et interventions. Ça, je suis à peu près sûr d'être le seul à les avoir comptées. Conclusion, ou plus exactement, les leçons que je peux tirer, mais qui sont des leçons subjectives, je veux le dire tout de suite. Je ne prétends aucunement fournir une synthèse parfaitement neutre de ce qui aurait pu être fourni. Et d'autant plus subjectif que, je dois quand même le dire, et je remercie de me laisser quelques minutes de plus à m'en prendre une, mais j'y tiens, parce que pour moi, ça part d'un choc. D'un choc que j'ai ressenti, non pas hier ou aujourd'hui, parce que je suis à cet égard un privilégié, mais le choc que j'ai ressenti très profond la première fois que j'ai vu les cartes peintes à l'évêché de Quimper, il y a maintenant, on va pas pinailler sur quelques semaines, exactement 40 ans. Le choc aussi de ce qui est devenu une amitié avec l'archiviste de l'époque, Jean-Louis Le Floch, qui m'a fait, et j'y suis encore aujourd'hui, je crois que vous me voyez sourire, sensible, le plus grand compliment qu'on m'ait fait en quelques décennies professionnelles, quand, après m'avoir entendu, il avait accepté de nous recevoir, commenter devant des étudiants une des cartes, on va la voir d'ailleurs tout à l'heure, la carte de la Croix, m'a dit vraiment j'étais un bon Taolener, ça c'est vraiment un compliment. Et puis aussi, leçon subjective, parce que j'ai l'avantage aussi, là je ne peux pas avoir des inconvénients, d'avoir sur ces questions un recul donc de 40 ans, ce qui laisse quand même un petit peu de temps pour réfléchir et prendre de la distance. Dernière précaution, évidemment, leçon subjective en toute liberté, je ne me soucie pas du dossier de béatification de Michel Lenoblet, même si, et ça, il faudra que vous attendiez la fin de ma petite présentation. Je peux témoigner, je ne suis pas le seul, d'un miracle avec des témoins, miracle, intervenus hier soir. En outre, je tiens à le dire, et c'est une manière de rendre hommage à qui de droit, on ne peut pas, dans le Finistère, présenter des supposées conclusions d'un colloque comme on le fait ailleurs. J'explique pourquoi, ne vous sentez pas offensés, vous qui êtes pour la plupart finistériens, au contraire, parce que l'Université de Bretagne occidentale, qui a été une des organisatrices de ce colloque, a été pionnière dans un domaine que je trouve essentiel, puisque ça fait 30 ans que l'Université de Bretagne occidentale pratique, comme c'est le cas aujourd'hui, des colloques ouverts, c'est-à-dire des colloques où on dépasse, même si ça ne l'exclut pas, l'entre-nous universitaire pour accueillir un large public, un public qui d'abord, et moi je tiens à cet élément-là, qui peut voir à quoi servent ces impôts, et puis aussi parce que le rôle de l'université et des universitaires est de partager les connaissances. C'est en fonction de tout cela que je vais donc vous présenter les conclusions, et notamment le premier point de ces conclusions n'aurait pas de sens dans un colloque universitaire, puisque je suis censé dire ce que tous les spécialistes savent, mais que je tiens à dire parce que peut-être, voilà, il y a justement des personnes ici présentes qui ne sont pas des spécialistes du sujet, et je vais donc évoquer ce que j'appelle les implicites de ce colloque, ce qui n'a pas été, et ce n'est pas un reproche, explicité, mais qui me semble essentiel pour bien maîtriser le sujet. Il me semble en effet qu'il y a deux évidences essentielles pour qui connaît bien le Lenoblet et qui sont indispensables pour comprendre tout ce qui s'est dit. Première évidence, le sens de ce que fait et dit le Lenoblet. Alors, je ne vais pas citer tous les intervenants, et donc ils sauront se reconnaître. Premier exemple que je prends brièvement, le cas des femmes. Il a été évoqué à ce propos, d'abord, oui, c'est rare qu'dans un colloque religieux, d'histoire religieuse, on évoque autant les femmes. Je me demande s'il n'y a pas allusion, non pas perfide, mais quand même, à des questions d'actualité qui commencent à monter sur le rôle des femmes aujourd'hui et à venir dans l'Église. En tout cas, on a évoqué même l'action catholique, etc. Je crois qu'il faut rappeler quand même
pourquoi le Noblet recourt aux femmes, ça a été esquissé. Hein, tout à l'heure, une collègue a dit non, c'est pas du tout féministe, elle a parfaitement raison. Elle a souligné le vide, hein, les femmes sont vides, etc. Tout simplement, et le Noblet l'écrit parce que les femmes sont idiotes. Prenez pas idiote au sens tout à fait d'imbécile, encore que l'étymologie peut-être, tout simplement parce que les femmes ne sont pas capables, à ses yeux, d'inventer des propos qui pourraient être tout à fait erronés, et elles appliqueront des consignes. Il n'y a vraiment aucun féminisme de Le Noblet. Hein. J'ajoute aussi que de mon point de vue, c'était mettre la charrue avant les bœufs, car Maunoir, lui, l'a bien compris, la première lacune dans la formation des chrétiens de cette époque, des catholiques, c'est le clergé paroissial, beaucoup plus que les fidèles. Hein. Ça peut jouer pour Le Noblet à Douarnenez parce que là il y reste, mais justement ce n'est plus une mission, nous ne parlons plus de Le Noblet missionnaire, ce qu'il a fait en tout cas après dans ses passages d'un mois en général, d'une mission dans différentes paroisses ou pour lui dans des îles. Et au passage, d'ailleurs, le fait de recourir à des petits groupes intermédiaires, ce n'est absolument pas original. C'était le b.a.-ba des missionnaires jésuites qu'ils ont fait ça partout, hein, que ce soit en France, que ce soit au Canada peut-être, je connais moins d'exemples, ou que ce soit, par exemple, en Chine. Comprendre le sens de ce que fait et dit Le Noblet, c'est aussi le fond du discours. J'adhère à ce qui a été dit, je crois que la formule est d'Yvon Tranvoise à l'ouverture de ce colloque. Oui, bien sûr, Le Noblet témoigne d'un courant ascétique et mystique du XVIIe siècle, ou bien, ça c'est une formule, j'en suis sûr, d'Yvon Tranvoise, qui pratique l'essorage des âmes. Mais on va voir concrètement, voilà, si tu veux bien projeter ça, on va le voir avec une image qu'Hervé Keinec vous a montrée ce matin. Je lui ai demandé, il a été très gentil de l'accorder, à l'autorisation, si je ne savais pas trop comment allait se passer ses conclusions, de vous remontrer cette image. Voilà, elle va arriver d'une minute à l'autre. Ça bug, bon bah voilà, on va attendre que ça débug. Non, j'en ai besoin là, quand même. Bon. J'ai deux écrans à vous montrer, donc voilà. C'est peut-être qu'on s'arrête un certain temps, j'ai remarqué ça tout à l'heure. Oui. Voilà. Bon. Oui, pourquoi je vous remonte cette carte? Parce qu'elle est magnifique, c'est celle que j'avais présentée à des étudiants. J'ai été félicité par le FOC. Bon, voilà. Parce que ça montre bien les choses. Je vous rappelle que nous sommes à Douarnenez dans les années 1620-1630 pour faire court. Alors, sur les trois chemins du chrétien, le chemin de droite, par exemple, nous sommes à Douarnenez, où il n'y a pas eu une mémoire d'homme, un protestant, bien voilà, dénonce par exemple le fait qu'on écoute le pasteur. C'est complètement à côté de la plaque. Mais il y a beaucoup plus important et beaucoup mieux, le chemin de gauche. Alors, mettez-vous à la place d'un fidèle catholique à Douarnenez, on va prendre une date ronde, en 1620. Voilà. Cet homme, cette femme, pratique toutes les vertus imaginables, la piété, la charité, etc., recours au sacrement, c'est bien, enfin, vraiment, ce qu'aujourd'hui encore, probablement, vous qualifieriez d'un chrétien exemplaire, et il va où? Regardez le bout du chemin à gauche, en enfer. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a refusé, quelqu'un l'a dit, je crois que c'est Hervé Keinec ce matin, il a refusé de porter la croix. Hein, en fait, il y a une référence implicite, je crois, à un sentiment qui dépasse quelque peu, ce n'est pas insulter les douarnenistes, le niveau du douarneniste moyen de 1620, la différence entre l'attrition et la contrition. Voilà, il a refusé de porter la croix, alors que dans le chemin étroit et difficile au centre, vous le voyez, je pense, même du fond de cette petite salle, dès le départ, il porte sa croix. En fait, de quoi s'agit-il? Et je conclue là-dessus, je ne vais pas refaire une communication. Le discours de Le Noblet est quasi totalement inadapté à un public populaire de 1620. Vous oubliez, s'il vous plaît, que ce discours s'adresserait au peuple de Douarnenez. Hervé Keinec a fortement insisté, à juste titre, sur le mépris du monde qui est, je le cite, fondamental chez Le Noblet. Or, en 1620, le problème, ce n'est pas d'augmenter l'ascétisme, le problème n'est pas d'approfondir le sens des sacrements, etc. Le problème aurait été d'obtenir une pratique régulière, d'obtenir la pratique des vertus. C'est un tout autre message que donne Le Noblet. À cet égard, oui, il est parfaitement à Bellec-Folle, même si j'ai été sensible à une remarque de Marcourt
J'avoue qu'il m'a, et il n'est pas le seul à m'avoir appris quantité de choses, qui m'a vraiment fait réfléchir à quelque chose en faisant remarquer que Bellingfall, c'était peut-être, enfin, ça a peut-être plusieurs sens, polysémique, comme on dit en langage savant, et il s'était peut-être pris par un compliment par le Noblet. Il a cité Ignace de Loyola, le prêtre devrait paraître fou, fou aux yeux du monde. Je trouve que cette phrase fait réfléchir, même si aussi, il faut quand même le rappeler, grâce à Fanchon d'autres, Bellingfall est battu par Arverfoll, qui n'est pas la Vierge folle, mais la femme, la fille folle, hein, qui est Picard, parce que celle-là, quand même, même si je la connaissais grâce à Fanch, j'en ai redécouvert un certain nombre d'aspects. Le deuxième implicite que j'évoquerai beaucoup plus brièvement, parce qu'il est très simple, qui vraiment, je trouve, est indispensable pour comprendre le Noblet, porte un nom, Julien Monoir. Le principal mérite, à mon avis, en effet, de Le Noblet, c'est d'avoir montré à Julien Monoir toutes les erreurs qu'il ne fallait pas commettre. L'exemple typique, et on va voir le deuxième petit document, si tu veux bien, après tu seras tranquille. Voilà, ça aussi, je l'emprunte à Hervé Keinec. Voilà, ça décrit quoi? Un casque. Ben, évidemment, c'est totalement impossible à quelqu'un qui voit l'image d'imaginer tout ça, je ne vais pas vous le relire, voilà. Une carte peinte est totalement illisible, elle est inutilisable par qui que ce soit, et je vous mets au défi d'oser me dire le contraire. Tout à l'heure, il y a quelques minutes, on vient de voir dans la communication de François Trémolière l'exercice quotidien. Je voudrais savoir qui ici, ici, bien sûr, je vais vous expliquer ce détail de l'image. Je vous rappelle récemment que l'échelle qu'il a montrée comme dernier détail comporte 142 notions. Le mnémotechnique, oui, il a raison. Je suis quand même pas très sûr, parce que ce n'est qu'un détail sur les 30, que les 142 notions fassent partie, même si ça existe, le mnémotechnique, d'un apprentissage par cœur, versifié et chanté. J'y crois, là j'avoue, j'ai quelques doutes. Hein. C'est Silvia Mostacchio, j'espère que je prononce mal son nom, je ne parle pas l'italien, que je prononce. J'ai de la chance, c'est pure chance, hein, qui disait, en faisant une citation, autant par les yeux que par les oreilles, la clé, même pour le petit public auquel il s'adresse, la clé du discours, de la forme utilisée par le Noblet, c'est l'association, d'où l'essentiel important de la publication envisagée, l'essentielle association de l'image et du texte. C'est pas la peine de se pencher sur l'image toute seule, ça n'a, et c'était voulu comme ça par le Noblet, aucun sens. En somme, si je résume, en manquant un tout petit peu de nuance, le Noblet a volé d'échec en échec, alors que Monoir, là j'exagère un peu plus, a volé de succès en succès. Le rapprochement des deux est vraiment une clé. Alors venons-en maintenant, directement tiré du colloque, à ce qui me semblait être les réelles nouveautés de Michel Le Noblet. Il y en a deux, une évidente que tout le monde a senti, mais je commence par l'autre, même si je n'y consacre que quelques instants, la sincérité et le zèle de Le Noblet. C'était, oui, on le devinait à mi-mot, mais je crois que c'est important. Il y a la même sincérité évidente. Et pour moi, même si vous sentez bien, j'ai quelques réserves par rapport à l'enseignement de Le Noblet, j'admire tout à fait ça, la sincérité évidente et un zèle comparable à celui de ces missionnaires jésuites qui allaient volontairement au martyre chez les Hurons du Canada, ou qui, c'était tout aussi terrifiant, je pense, pour eux, s'en aller, aux Indes encore, la route commençait à être mieux connue, mais jusqu'à la Chine, par exemple, à l'exemple de François Xavier. Voilà. Ça, il faut le dire, c'est une nouveauté, non pas qu'il n'y avait pas avant des hommes d'église qui étaient sincères et zélés, mais à ce degré, on est bien dans un nouveau monde. Le courant ascétique et mystique, c'est ça aussi, hein, cette sincérité et ce zèle. L'autre grande nouveauté, et évidemment, vous l'avez vu, ce sont les innovations pédagogiques, que je rappelle en les remettant peut-être parfois en contexte. Le fait de recourir au breton, même si dans les textes c'est très peu, c'est pas banal. Je ne rappellerai qu'une seule chose, quand en 1641, si ma mémoire ne me trompe pas, il débarque d'Ouessant avec des fidèles ouessantins auxquels, avec Monoir, ils en sont très fiers, des cantiques bretons. L'évêque de Léon, qui est sur place, leur ordonne immédiatement d'arrêter parce qu'ils chantent des chansons profanes. Ben oui, l'évêque a reconnu la musique, il ne comprend pas un mot de breton, et donc il croit que c'est des chansons profanes. Voilà. Donc c'est pas évident du tout dans le clergé, évidemment, de recourir au breton. Pédagogique aussi parce que on a eu un petit échange hier là-dessus.
Parce qu'il construit un breton. La langue, c'est pas seulement recourir au breton, parce qu'il construit un breton, pour ne pas abuser du temps. Je ne prendrai qu'un exemple, hein, qui n'est pas de moi, bien sûr. Voilà. Libertinage, bon, effectivement, directement emprunté au français. Quarantes us volupte, l'amour de la volupté. Enfin, on sent bien, voilà. Il construit. J'ai d'autres exemples, enfin, je citerai celui-là. Les images, bien sûr. Alors, les images, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien, que ces images sont transportables. Ça, c'est un premier point. Donc, très différent. Il y avait plein d'images avant. Du vitral ou du calvaire, par exemple. Elles sont souples. Qu'est-ce que je veux dire par là? Adaptables très précisément au discours personnel qu'il veut tenir. Rien à voir donc dans cet esprit avec l'image imprimée. Même si on l'a très bien vu à partir de l'exemple anversois, il nous a été brillamment montré hier, même s'il y a des sources évidemment à certaines de ces images, souples, transportables, et en plus qui n'est pas neutre, dans un univers où cet élément est si rare, elles sont en couleur. Hein. C'est évidemment pour un public même pas très populaire, beaucoup plus parlant qu'une image imprimée en noir et blanc. Donc le Noblet invente, non pas l'image, non pas le recours à l'image, mais un nouveau type d'image. Parlons pas de... c'est pas l'image en général. Hein. Et puis enfin, bien sûr, même si on l'a vu, ça a été dit, l'usage n'est pas systématique, hein, le recours au quantique, qui est un moyen, alors là, effectivement, d'apprentissage formidable hein, sur des aires populaires. Voilà. Donc, les grandes nouveautés de Le Noblet, je n'ai pas besoin, je crois, d'y insister, mais c'est l'essentiel, c'est au cœur, un des cœurs du colloque, hein, c'est bien sûr cela. Et puis, on a assisté dans ce colloque à ce qui me semble être, on a entendu du moins, de réelles nouveautés. Alors, je ne vais pas les lister, parce que là, j'en oublierai une, et pardon, le collègue dira, mais bon, non. Je vais citer quelques exemples, là, vraiment, et vraiment quelques exemples, hein. J'en ai retenu 4. On a assisté, ce qui me paraît vraiment, peut-être un manque de lecture, totalement nouveau, on a entendu une biographie spirituelle de Le Noblet, c'est celle que nous a proposée Hervé Keinec. Je crois que c'est vraiment, et merci beaucoup, c'est vraiment essentiel parce que ça nous montre très bien la diversité des influences qu'a suivi Le Noblet. Ce que les spécialistes avaient plus ou moins, mais là on a en une demi-heure, et donc un futur texte publié, j'y reviendrai tout à l'heure, voilà, une synthèse là-dessus, ça c'est vraiment essentiel, cette biographie spirituelle. On a aussi une mise en parallèle de la biographie du saint, telle que ces hagiographes nous l'ont proposé, avec le genre de la géographie. Oui, un saint, ça a telle jeunesse, ça a telles études, ça a telle qualité, etc. Voilà, je n'ai pas besoin d'insister, hein, c'est Marcourt qui nous a proposé ça ce matin. Je crois que c'est voilà, un deuxième exemple dans un domaine tout à fait différent de nouveauté. Troisième exemple de nouveauté, je ne l'avais jamais entendu parce que je ne fréquente sans doute pas assez les multiples colloques sur Le Noblet, je plaisante. Aborder Le Noblet sous l'angle de l'histoire du genre. Je trouve qu'il y a là beaucoup matière à réflexion, ce qu'on pourra, si on le souhaite, revoir dans la version écrite, hein, dont je n'insiste pas, mais vous l'avez bien entendu ce matin. Et puis aussi, je vais revenir, je ne fais que le citer là, également l'aspect mémoire de Le Noblet qui a été abordé par de nombreuses communications et qui me paraît très largement nouveau. Ce qui me conduit, effectivement, c'est le dernier élément, je rassure, par rapport à Maud Amory, que je voulais souligner, ce qui me conduit aux traces de Le Noblet. C'est quelque chose que le colloque a bien montré, et je pense que ça montre bien qu'il était, dans l'histoire d'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas fait il y a 30 ou 40 ans, hein, s'intéresser à la mémoire, s'intéresser aux traces. Alors, ça a été fait ici de 3 manières. Une première évidente, on a eu 2, j'allais même dire maintenant 3, mais 2 exposés explicites et très clairs sur les archives concernant Le Noblet, ceux de Yann Selton et puis de Christelle Loussoirne. Bon, j'ai rien à ajouter, ce serait ridicule de prétendre tirer des éléments de leurs interventions. C'est essentiel. Voilà, il n'est pas saint, je sais, pardon, vénérable, qui a laissé des archives, dont certaines, on les a vues tout à l'heure, très spectaculaires, si on en voit encore un morceau, des archives très spectaculaires, qu'elles soient dessinées ou écrites. Ces archives, évidemment, jouent, en ce qui est la deuxième trace, évidemment, dans la mémoire. Alors, mémoire,
je vais être franc, pour moi, c'est pas l'essentiel. Pour ça, d'entre vous, je pense que ça l'est. Mémoire locale de Lenoblé, oui, on l'a vu d'ailleurs, grâce au travail de Georges Provost, par exemple, quelques ex-voto du XVIIe siècle, et ça a même permis, je lui laisse ce parallèle, moi je ne fais que le rappeler, à Jean-Michel Le Boulanger, de faire un parallèle avec le Flanchec à Douarnenez. Voilà, les douarnenistes jugeront. Bon, je ne me lance pas dans un commentaire. Mémoire aussi, plus largement, bien sûr, de la mission. On a assisté dans ce colloque à quelque chose que je trouve trop rare, et donc je tiens à le souligner, à le reprendre, l'éruption de la vie. Je ne sais pas si vous y avez fait attention, quand Ronan Calvès a cité sa grand-tante. Je trouve que c'est un... Oh oui, certains, je vois des hochements de tête, l'ont retenu. J'aurais aimé, c'est pas le Noblet, c'était une mission, ce sont les descendants de Noblet, j'aurais aimé mourir immédiatement. Je trouve que ça donne, bien au-delà du cas de Noblet, là on est élargi, mais c'est le colloque qui l'a fait, hein, à la problématique de la mission, je trouve que ça peut donner, parmi bien d'autres, que j'ai pu être amené à citer aussi, mais une idée très concrète, vécue, transmise oralement, de l'effet que ces missions pouvaient avoir au-delà du cas de Lenoblé. Mémoire aussi, on l'a vu à travers l'historiographie. C'était Georges Provost hier. Ce qui a permis de sentir, évidemment, je ne vais pas les rappeler, il se trouve que prudemment, je n'aime pas penser qu'il allait dire tout ça, je l'ai relevé, oui, on a les mêmes articulations, il y a eu des évolutions extrêmement spectaculaires dans l'historiographie, qui, je vais alors caricaturer en deux temps, le passage du discours d'église au discours d'histoire. Bon. Et puis aussi, mémoire, c'est décidément quelqu'un de privilégié dans l'iconographie. Hein. Iconographie, j'abuse un peu du mot, c'est pas tout à fait de l'image, mais des feuilles volantes. Iconographie, alors au sens propre, c'est la communication qu'on vient d'entendre de Georges Provost. Et puis aussi, je pense que pour beaucoup d'entre vous, sauf si vous étiez des lecteurs des Chemins du Paradis, que vous avez tout mémorisé, parce qu'on en reproduit effectivement, ces images qui viennent d'Amérique du Nord, Jean Simard nous a amené. Effectivement, j'avais été très frappé il y a 20 ans, 25 ans, par ce parallèle qui me semblait, pas total, mais assez évident dans l'utilisation et la construction, y compris en Amérique du Nord, et j'en dis pas plus sinon je vais me mettre à paraphraser, de ces images de Lenoblé. Et j'ajoute un autre exemple qui, j'en ai été surpris d'ailleurs, n'a pas été évoqué, mais que j'ai moi-même vu, une secte protestante d'Afrique du Sud qui explicitement a utilisé les images de Lenoblé dans un discours que certains jugeraient bien entendu infernal. N'empêche que Lenoblé n'a pas essaimé dans le monde catholique, mais il a aussi essaimé, dans un cas au moins, il doit y en avoir d'autres que j'ignore, dans le monde protestant africain du Sud, à l'usage, vous vous en doutez, les Noirs, les Bretons, les Hurons ou les Noirs, c'était pareil longtemps pour les hommes d'église. J'ai dit longtemps, pas aujourd'hui bien sûr, Monseigneur, révérence. Trace de Lenoblé encore, troisième et dernière idée, parce que je crois que c'est important de le dire brièvement, Lenoblé est tout simplement un témoin de son temps. Il ne faut pas en faire quelqu'un qui serait en dehors de tout univers, autre qu'ascétique. C'est un témoin de son temps. Nous sommes à une époque, en fait, ce sont les suites de ce qu'on appelle dans les manuels la Renaissance, ou l'humanisme, si vous préférez, où les élites inventent l'ignorance. Je dis bien, elles inventent l'ignorance. Alors, l'ignorance en matière religieuse, bien sûr, y compris pour le clergé. C'est ce qui va conduire au séminaire, à la création des séminaires. Mais c'est beaucoup plus large que ça. L'ignorance en matière de langue correcte. C'est au XVIIe siècle, vous le savez, que le français va être normalisé, etc. Compris, on pourrait dire pour le breton, grâce à mot noir. Ignorance, mais tiens, plus prosaïquement, en matière d'hygiène. C'est là que des normes apparaissent qui vont distinguer les gens bien élevés de la masse du peuple. Ignorance en matière de manière de table, enfin, etc. Il faut situer, ce n'est pas un pis, puis d'abord, même si ça l'était, ça ne me gênerait pas, je suis historien, mais il faut situer cette notion d'ignorance religieuse dans ce contexte de découverte et dans ce contexte plus large d'un phénomène qui touche tous les domaines de la vie. Et du coup,
le Noblet prend une importance. En fait, ce n'est pas réduire, c'est au contraire augmenter son importance. Hein. Le Noblet prend une grande importance. Alors, si je veux mettre un terme à ces quelques mots, j'ose pas appeler de conclusion, je vais vraiment retenir 3 idées. La première, c'est que le Noblet a donc utilisé, c'est incontestable, des formes nouvelles, mais pour un discours qui ne l'était pas. Un discours qui reprend, on l'a dit déjà, par bribes, notamment des mystiques du XVIe siècle. Dans d'autres époques, on a pu voir ça, hein, des formes nouvelles pour un discours qui n'était pas nouveau. Et il est donc très loin, à mon humble avis, très loin de Julien Maunoir, qui, à l'inverse, lui, peut-être grâce, je l'ai dit, toutes les erreurs de Noblet, a maîtrisé les formes et a pu concevoir un discours adapté à un public de masse, l'un d'échec en échec, l'autre de succès en succès. La deuxième conclusion est plus terre-à-terre, et elle n'est pas de pure forme. J'espère, je crois savoir que, je me suis déjà enquis de cela hier, qu'il y aura bien réalisation d'un volume d'actes de ce colloque. J'espère vous avoir convaincu qu'il y avait vraiment matière à. Et puis, désolé de mettre gentiment, bien sûr, il s'en fiche la pression, mais il n'est pas question de renoncer à l'édition. Notre ami François Trémolière a été prudent, pas tout seul, pas tout de suite. Ah, ça veut quand même dire un jour. J'aimerais bien, et je ne suis pas le seul, vu mon âge, que ce soit quand même pas dans trop longtemps. Non, je pense que vous l'avez senti. Personne ne l'a jamais fait, évidemment moi y compris. La mise en parallèle systématique, avec toutes les limites qu'il a commencé à poser, il en verra d'autres, je pense. La mise en parallèle systématique, aussi souvent que ça peut l'être, voilà, de l'image et du texte, c'est quelque chose qui va être fondamental et qui va apporter, nourrir la réflexion, nous éviter les erreurs, etc. Et puis enfin, je vais reprendre une formule de Yann Selto, je suis désolé, moi je ne l'aurais pas osé, mais il l'a osé hier, noblesse oblige. Mais bon, il a un peu assumé, Yann. Hein. Bon, voilà. Je suis à peu près certain de me faire, personne m'en a chargé, hein, l'interprète de beaucoup d'entre vous, sinon de tous, vraiment remercier, pas Yann Selton seulement, j'ai bien noté, vous l'avez noté, qu'il n'est pas seul à organiser ce colloque, il y a 4 organisateurs, mais quelqu'un a dit hier, dans l'ouverture, qu'il était, je cite, je me sers, dans la cheville ouvrière de ce colloque, dont je me sens le droit de personnaliser, pour 2 raisons principales. D'abord parce que, j'ai eu le temps de lui dire en tête-à-tête, j'ai quand même vu l'âge que j'ai, un certain nombre de colloques. Je n'ai jamais vu, je pense notamment à l'accueil réservé aux contributeurs, un colloque avec une telle qualité d'accueil. J'avais déjà vu des choses très bien, notamment, il faut le dire, en Bretagne. Mais là, c'était vraiment, et c'est sincère, je pense que vous avez vu voir, je n'ai pas de carrière à faire. Hein. Bon, c'était vraiment exceptionnel. Et puis aussi, pour l'efficacité, une efficacité que j'ai encore constatée, notamment dans cette salle-là. Je prends un exemple. Ce matin, un des collègues a amené un document, aussitôt photographie prise, 30 secondes plus tard, elle est à l'écran. Enfin, voilà, tout à l'heure, il y a eu des petits moments de bug, etc. Tout de suite, quelqu'un vient, règle. Enfin, ce sont des choses, mais essentielles. Vous avez peut-être connu, moi je l'ai vu, 10 minutes de bug, voilà, parce qu'un PowerPoint ne marche pas. Ici, ça n'existe pas. Ce sont des choses triviales, mais ça mérite d'être souligné et salué. Et puis aussi, je vous avais promis le miracle, parce que hier soir, j'ai entendu Georges Provost et j'ai des témoins invoquer le vénérable Dom Michel, et alors là, sortant du repas organisé par Yann Selton pour le colloque, il a dû trop souffler dans le ballon avec un taux quasiment négatif. Je suis témoin, c'est un miracle indiscutable. Donc j'espère bien qu'il convaincra enfin la hiérarchie en la ligne.